Ascal vit qu'approchait le Joël, la plus longue nuit de l'année. Et tout le village se préparait à la fête, avec cette joyeuse agitation que même le gel ne saurait arrêter. Depuis plusieurs jours déjà, on ornait la longue maison de Björn Alvdisson, qui semblait désormais prête à accueillir un festin des dieux eux-mêmes. Des branches de sapin pendaient aux poutres, emplissant l'air d'un parfum âcre de résine et d'aiguilles. Au mur étaient accrochées de vieilles sous-sculptures sorties des coffres pour l'occasion, bêtes et dragons dont les yeux de bois paraissaient invivants, comme s'ils allaient de véritablement s'animer en cette nuit sacrée. Dehors régnait la neige et le vent glacial. L'hiver montrait les crocs, mais dedans rayonnait chaleur, tumulte et rire. Les gens affluaient depuis midi, parents, voisins, amis, voyageurs que le hasard avait menés près de Skaldvik en ce jour. Chacun le savait, au Joël, les portes s'ouvraient à quiconque frappait. Ainsi le voulait la tradition, et Björn la respectait plus strictement que beaucoup. C'était un bon d'estimé, homme de terre et de foyer, dont la parole comptait au village. Freyja Alvdisdottir, sa fille, courait entre l'âtre et les bancs, avec cette expression têtue qui disait clair. Elle connaissait le Joël mieux que quiconque, et que personne ne s'avise de troubler l'ordre. Vive de langue, obstinée comme toutes les femmes de leur lignée, elle ne tolérait aucun accroc. Elle veillait à ce que chaque invité reçoive sa coupe d'hydromel, à ce que les enfants ne renversent pas le chaudron de soupe, à ce que les vieux soient assis près de la chaleur, et les jeunes ne se battent pas pour une place sur le banc. Ses cheveux étaient tressés, mais quelques mèches s'en échappaient quand même, et lui tombaient sur le visage, ce qui ne faisait qu'ajouter à son air résolu. Ses jouets avaient rosi sous la chaleur du foyer. Ses yeux brillaient, ses lèvres se pinçaient en une ligne sévère chaque fois qu'elle donnait un nouvel ordre. Solveig, son amie, assise contre le mur, observait tout cela avec un sourire paresseux. Elle était l'exact opposé de Freyja, moqueuse et commère, persuadée que le Joël était fait pour la joie, non pour l'ordre. Elle taquinait sans cesse Freyja, lui reprochait de prendre la fête trop au sérieux, affirmant que les esprits des ancêtres ne s'offenseraient pas si quelqu'un échangeait les coupes. Freyja balayait ses remarques d'un geste, mais au fond, elle savait que Solveig avait raison, oui, elle prenait tout trop à cœur. Mais comment faire autrement quand votre maison déborde de monde, quand vous portez la responsabilité que tout se passe comme il faut, et surtout, que personne n'occupe la place réservée près de l'âtre. Un siège supplémentaire lui trônait, recouvert de la plus belle étoffe de la maison. Cette place demeurait toujours libre pour les esprits des ancêtres. Ceux qui étaient partis mais pouvaient revenir en cette nuit, partager chaleur et nourriture avec les vivants. C'était une règle sacrée. Et Freyja la rappelait à tous ceux qui tentaient de s'y asseoir par mégarde. Elle chassait les enfants qui essayaient d'escalader le siège, écartait les invités ivres qui ne remarquaient donc pas l'étoffe. Son père approuvait d'un hochement de tête en la voyant maintenir l'ordre. Björn aimait les traditions, aimait que tout soit conforme à ce qu'avaient légué les aïeux. Le soir venu, les convives s'étaient déjà à moitié ivres, et la maison était devenue si étouffante qu'il fallut ouvrir la porte un instant pour laisser entrer l'air froid. Les rires enflaient, les chants devenaient même plus licencieux, les plaisanteries la plus crues. Quelqu'un racontait comment il avait failli se noyer l'été dernier dans le lac en tentant d'attraper un poisson à main nue. Un autre chantait une vieille ballade sur un géant tombé amoureux d'une jeune fille qu'il avait enlevée, mais elle s'était révélée si bavarde qu'il l'avait lui-même ramenée. Tous riaient, buvaient, mangeaient, et le monde au-delà des murs semblait ne plus exister. Mais dehors, la tempête gagnait en violence. La neige cinglait les parois, le vent hurlait, la porte grinçait, comme si quelqu'un frappait. Freyja était déjà épuisée, perdue entre les gens et les coupes. Et lorsqu'elle entendit un nouveau grincement à l'entrée, elle n'y prêta guère attention. Mais le bruit se répéta, plus insistant, et elle s'immobilisa, tendit l'oreille. Tout le monde était à l'intérieur, personne ne devait arriver. Donc, c'était
Elle se redressa, posa la coupe qu'elle tenait et marcha rapidement vers la porte. Son cœur fit un bond. Elle était presque certaine. C'était lui. L'esprit qu'on attendait au Joël. Les esprits des ancêtres ne venaient pas toujours. Mais quand ils venaient, il fallait les accueillir avec honneur. Elle ouvrit la porte à la volée, et le vent glacé s'engouffra dans la maison, faisant trembler et vaciller la flamme de l'âtre. Sur le seuil se tenait une silhouette ensevelie sous la neige, un manteau sombre couvert de givre blanc, des cheveux pris dans la glace, un visage presque dissimulé derrière un col de fourrure. Freyja ne distinguait ni les yeux ni les traits, mais la carrure était masculine, haute, un peu voûtée par le froid. La silhouette restait immobile, comme en attente d'une invitation. Freyja n'hésita pas. Elle fit un pas en avant, saisit résolument l'étranger par la manche et le tira à l'intérieur en disant « Enfin te voilà. Entre, ne reste pas dans le froid. » Ivar Halkenson, surnommé le rire silencieux, était trop transi pour expliquer quoi que ce soit, et trop surpris pour protester. Il marchait dans la tempête depuis plusieurs heures, avait perdu son chemin, égaré sa troupe quelque part au nord, et avait conclu qu'il gèlerait sur place s'il ne trouvait pas d'abri. Lorsqu'il avait aperçu la lumière aux fenêtres, senti l'odeur de fumée et de nourriture, il avait décidé de frapper. Il ne s'attendait pas à être accueilli avec un tel enthousiasme. La jeune femme l'avait tiré à l'intérieur comme s'il était vraiment un hôte attendu, et lui, ne comprenant pas ce qui se passait, s'était laissé conduire. Dedans, il faisait chaud, bruyant, l'air était épais de corps et de feu. Ivar cligna des yeux, tentant de s'habituer à la lumière. La neige sur son manteau commençait à fondre, des gouttes tombaient sur le sol. Freyja se tourna vers la salle et annonça d'une voix forte « L'invité est arrivé !» Tous se retournèrent. Les rires se turent un instant, puis un murmure joyeux d'approbation s'éleva. Björn se leva de sa place, s'approcha, examina Ivar de la tête aux pieds et lui adressa un large sourire. « Sois le bienvenu, voyageur. Ou n'es-tu pas un voyageur ?» demanda-t-il avec une insinuation, et sa voix portait quelque chose qui mit Ivar sur ses gardes. Freyja prit Ivar par la main et le mena vers l'âtre, droit au siège recouvert de l'étoffe. Elle retira le tissu, le posa de côté, et d'un geste l'invita à s'asseoir. « Ta place » dit-elle simplement, et sa voix portait une telle assurance qu'Ivar ne discuta pas. Il s'assit, sentant tous les regards braqués sur lui. Quelqu'un lui tendit une coupe d'hydromel. Quelqu'un d'autre déposa une peau chaude sur ses genoux. Solveig se pencha vers Freyja et chuchota. Il ressemble vraiment à un esprit. Si silencieux. Freyja acquiesça, satisfaite d'elle-même. Ivar but l'hydromel, sentant la chaleur se répandre dans son corps, ses doigts engourdis reprendre vie. Il observa les lieux. La salle était pleine de monde. Tous le regardaient avec curiosité et respect. L'un des convives, déjà bien éméché, se leva et déclara d'une voix forte « L'esprit est venu, l'esprit des ancêtres, bénis notre année. » Les autres reprirent en chœur, frappant leurs coupes contre la table, réclamant qu'il parle. Ivar était décontenancé, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Il se leva lentement, tenant sa coupe, et regarda Freyja. Elle lui fit un signe d'encouragement. Il s'éclaircit la gorge, réfléchit un instant, et prononça « Que vos toits soient chauds, et votre nourriture brûlante. Que les tempêtes n'égarent pas ceux qui rentrent chez eux. » Les mots sonnèrent simplement, sans emphase, mais la salle explosa de rires et d'applaudissements. Björn éclata de rire, se frappa la cuisse et lança « Les esprits ont le sens de l'humour cette année. Bois, esprit, bois. » Tous levèrent en leur coupe, et Ivar, ne sachant que faire d'autre, vida la sienne jusqu'au fond. Freyja se tenait près de lui, l'observant, et soudain ressentit quelque chose d'étrange. Un esprit des ancêtres n'aurait pas dû boire avec une telle avidité. Un esprit des ancêtres n'aurait pas dû savourer aussi manifestement la nourriture qu'on lui avait servie. Elle l'examina de plus près. Il était jeune, 25 ans peut-être, un peu plus. Visage tanné par le vent, pommettes saillantes, yeux sombres et observateurs. À sa ceinture pendait une épée, véritable arme de guerre,
non une lame de cérémonie. Ses mains portaient des cicatrices, celles des guerriers. Ce n'était pas un esprit, c'était un homme. Mais le dire maintenant aurait gâché la fête, avouer qu'elle s'était trompée. Freya décida de garder le silence, que les choses restent comme elles étaient. S'il voulait partir, il partirait. Sinon, il resterait. De toute façon, au Joël, tout était possible. La soirée suivit son cours. Ivar demeurait assis à la place d'honneur, mangeait, buvait, répondait aux questions brièvement et prudemment. Il était observateur, ironique, savait rire du regard, bien qu'il ne riât presque jamais à voix haute. Solveig le remarqua la première et chuchota à Freyja. Il ne rit pas de la bouche, mais des yeux. Étrange esprit. Freyja approuva sans quitter l'invité des yeux. Elle était intriguée. Qui était-il vraiment? D'où venait-il? Pourquoi ce silence? Quand le feu dans l'âtre fut plus bas et que les convives commencèrent à se disperser dans les coins pour s'installer à dormir, Freya s'approcha d'Ivar. Il était assis, fixant les braises, et de profil, son visage paraissait lâme et calme. Elle s'installa près de lui sans demander permission et dit doucement « Tu n'es pas un esprit, n'est-ce pas ?» Ivar se tourna vers elle et quelque chose comme du soulagement passa dans son regard. Il ne répondit pas tout de suite, hocha simplement la tête. Freya eut un sourire en coin. « Je m'en doutais, les esprits ne mangent pas autant de viande. » Ivar rit doucement, et ce rire était chaleureux, authentique. « Pardonne-moi, je ne voulais pas tromper personne. J'étais simplement transié. Je n'ai pas compris ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. » Freya haussa les épaules. « Ce n'est rien. Le Joël aime ses histoires. Reste. Demain, nous verrons. » Ivar la regarda longuement, et dans ce regard se mêlaient gratitude, étonnement, et quelque chose d'autre qu'il ne comprenait pas encore lui-même. Freyja se leva pour partir, mais se retourna et ajouta « Je m'appelle Freyja. Et toi ?» Il répondit doucement « Ivar. » Elle hocha la tête et disparut derrière le rideau, le laissant seul près du feu mourant. La nuit du Joël gagnait en intensité. Quand le feu se raviva dans l'âtre et que les convives secouèrent leur première somnolence, commença dans la maison ce pourquoi tous s'étaient été rassemblés, les jeux traditionnels. Quelqu'un traîna un sac de noix pour le lancer. Quelqu'un sortit des osselets pour la divination. Et le vieux Thorgeir, voisin de Bjorn, annonça que les énigmes allaient débuter, et que celui qui ne devinerait pas paierait une amende en hydromel. Tous rirent, s'agitèrent, s'installèrent, plus confortablement. Les enfants se faufilèrent en avant pour tout voir. Les femmes apportèrent encore de la nourriture. Les hommes remplirent les coupes. Le Joël battait son plein, et personne ne songeait à dormir. Ivar demeurait assis à la place d'honneur, et tous continuaient à lui témoigner cette attention particulière, réservée à l'esprit des ancêtres. On le servait en premier, on s'inclinait en passant près de lui, et quand on annonça le début des jeux, on l'invita également à participer. Il voulut refuser, mais Bjorn, déjà passablement ivre, lui frappa l'épaule et dit « L'esprit doit nous montrer son habileté. Sinon, comment saurons-nous que l'année sera favorable ?» La salle le soutint par des cris, et il ne resta à Ivar d'autre choix que d'accepter. Le premier jeu était un concours d'adresse. Il fallait lancer des noix dans un pot d'argile posé contre le mur opposé. Celui qui toucherait le plus de fois gagnerait. Ivar se leva, prit une poignée de noix et visa. C'était un guerrier habitué à lancer javelines et haches, et les noix lui semblaient un jeu d'enfant, mais il s'efforçait de ne pas le montrer. Il lança la première. Elle atteignit le pot. La deuxième, encore. La troisième, manquée. La noix rebondit sur le bord et roula au sol. Les enfants rirent, coururent pour la rattraper. Ivar eut un sourire en coin, lança de nouveau, touché. La salle applaudit. Solveig cria « Notre esprit est adroit. La chasse sera bonne !» Tous approuvèrent d'un murmure. Ivar se rassit, et on lui remit son gain, une poignée de noix grillées et une coupe d'hydromel.
Il accepta, inclina la tête en remerciement, et Freyja, qui se tenait non loin, remarqua qu'il mangeait les noix avec cet air concentré, comme s'il s'agissait de son premier repas depuis bien des jours. Peut-être était-ce le cas. Elle s'approcha, s'installa au bord du banc près de lui, et demanda doucement : « Tu es en route depuis longtemps ?» Ivar la regarda, avala une noix, et répondit tout aussi bas : « Plusieurs jours. Je marchais vers le nord avec ma troupe, mais j'ai été séparé d'eux. La tempête nous a dispersés. » Freyja acquiesça. « Tu as eu de la chance de trouver notre maison. » Ivar la regarda longuement, et son regard portait quelque chose qu'elle ne pouvait saisir. Oui, de la chance. Puis vinrent les énigmes. Thorgeir se dressa au centre de la salle, leva la main pour réclamer le silence et annonça : « Écoutez la première. Qu'est-ce que c'est qui vole sans ailes, pleure sans yeux et court sans jambes ?» La salle se tut, tous réfléchissaient. Quelqu'un proposa : « Le vent ?» Thorgeir secoua la tête. « Un nuage ?» cria quelqu'un d'autre. Encore non. Ivar restait silencieux, mais Freyja remarqua une lueur moqueuse dans ses yeux. Elle se pencha vers lui et chuchota : « Tu connais la réponse ?» Ivar hocha la tête. « Le nuage. Il vole, se déverse en pluie et se déplace dans le ciel. » Freyja fronça les sourcils. « Mais on l'a déjà dit. » Ivar secoua la tête. « On a juste dit nuage, il fallait t'expliquer complètement. » Il éleva la voix et prononça la nuée. Elle vole sans ailes, pleure en pluie et court dans le ciel. Thorgeir applaudit. « Juste, notre esprit est intelligent. » Tous s'agitèrent de nouveau. Quelqu'un cria que les esprits connaissaient toujours les réponses, parce qu'ils avaient tout vu. Ivar garda le silence, eut seulement ce sourire discret visible au coin des yeux. Freya l'observait et sentait quelque chose se réchauffer en elle. Il était étrange, différent des hommes qu'elle connaissait. Ceux-là étaient bruyants, sûrs d'eux, aimaient se vanter de leurs exploits et de leurs forces. Ivar, lui, se taisait, observait. Et dans ce silence résidait plus de force que dans n'importe quelle parole. L'énigme suivante fut plus difficile. Thorgeir plissa les yeux avec malice et demanda : « Qui marche le matin sur 4 pattes, le jour sur 2 et le soir sur 3 ?» C'était une vieille devinette que beaucoup connaissaient, mais dans la salle se trouvaient pas mal de jeunes tant qu'ils l'entendaient noter pour la première fois. Quelqu'un proposa une bête, un autre, un dragon. Thorgeir riait en secouant la tête. Ivar gardait encore le silence. Mais cette fois, Freyja connaissait elle-même la réponse. Elle se leva et dit à voix haute : « L'homme. Le nourrisson rampe sur 4 pattes, l'adulte marche sur 2, le vieillard s'appuie sur un bâton, sur 3. » Thorgeir applaudit. « Exact, bien joué, Freyja. » La salle approuva d'un murmure, et Björn lança : « Ma fille est plus futée que bien des hommes ici. » Tous éclatèrent dans de rire, et Freyja se rassit, tandis qu'Ivar la regardait avec ce même respect silencieux, qui la réchauffa plus que n'importe quel éloge de son père. Puis vint une autre énigme qu'Ivar perdit. Thorgeir demanda : « Que peut-on voir les yeux fermés ?» Ivar réfléchit, proposa un rêve, mais la bonne réponse était l'obscurité. Il reconnut sa défaite et on lui imposa une amende, vider une pleine coupe d'hydromel d'un trait. Il but et la salle rugit d'enthousiasme. Solveig cria : « Notre esprit n'est pas seulement intelligent, mais bon buveur. » Tous rirent encore, et Ivar, sentant sa tête tourner sous l'effet de l'hydromel et de la chaleur, sourit également. Après les énigmes vinrent les chants. Quelqu'un entonna une vieille chanson sur un jarl parti en expédition, qui était revenu les mains vides, mais le cœur plein, car il avait rencontré son épouse. La chanson était longue, avec de nombreux couplets, et chacun s'efforçait de chanter plus fort que son voisin. Ivar écoutait, assis, et quand vint son tour, tous exigèrent qu'il chante aussi.
Il hésita, dit qu'il n'était pas chanteur. Mais Björn insista. « L'esprit doit chanter, sinon l'année sera silencieuse. » Ivar soupira, se leva et chanta. Sa voix n'était sa voix n'était pas forte, mais claire. Il chanta une chanson sur un guerrier rentré chez lui après de longues années de guerre, et qui n'avait pas reconnu sa maison, car tout avait changé. Le chant était triste, et la salle se fit plus silencieuse. Certaines femmes s'essuyaient les yeux, les hommes fixaient le feu. Mais Ivar confondit les couplets, passa du 3e au 5e, et ceux qui connaissaient la chanson le remarquèrent. Quand il termina, la salle applaudit quand même. Mais quelqu'un cria « Notre esprit a la mémoire courte !» Ivar s'excusa avec tant de sérieux que ce fut plus drôle que n'importe quelle farce. « Pardonnez-moi, cela fait longtemps que je n'ai pas chanté. » Tous rirent et Björn lui frappa le dos. « Ce n'est rien, esprit. L'essentiel, c'est que tu as de l'âme. » Les enfants, qui tournaient autour depuis tout ce temps, tirèrent son soudain Ivar par la manche. Un garçon d'environ 7 ans, au visage rond et aux yeux curieux, demanda « Montre-nous un prodige. Les esprits savent faire des prodiges. » Les autres enfants reprirent en chœur, se mirent à supplier, et Ivar fut décontenancé. Il ne connaissait aucun prodige. Il était un guerrier habitué à se battre, non à divertir. Mais les enfants le regardaient avec tant d'espoir qu'il était impossible de refuser. Il jeta un coup d'œil autour de lui, vit sur la table une corde qui avait servi à attacher un sac et la prit. Il montra aux enfants un tour simple qu'il avait appris dans sa troupe. Il fit un nœud, tira sur les extrémités, et le nœud disparut. Les enfants s'émerveillèrent, applaudirent, en réclamèrent davantage. Ivar répéta, et de nouveau le nœud disparut. Les enfants riaient, sautaient, et les adultes regardaient en souriant. Freyja se tenait contre le mur et observait tout cela. Elle voyait comment Ivar souriait maladroitement aux enfants, comment il s'efforçait de rester sérieux alors que ses yeux riaient. Elle voyait comment il s'excusait pour chaque erreur, comment il remerciait pour chaque coupe d'hydromel, comment il hochait la tête quand on le félicitait. Il était si vivant, trop vivant pour un esprit. Et cela la convainquit définitivement qu'elle ne s'était pas trompée. C'était un homme ordinaire qui s'était égaré et était arrivé dans leur maison en cette nuit si propice. Solveig s'approcha d'elle, la poussa du coude et chuchota « Regarde comme il s'applique », exactement comme un enfant qui veut plaire aux adultes. Freyja acquiesça sans détourner les yeux. « Il est bon. » Solveig eut un sourire en coin. « Bon, ou tu aimes simplement la façon dont il regarde ?» Freyja rougit, se détourna. « Ne dis pas de sottises. » Mais Solveig se contenta de rire. « Tu sais, on dit qu'au Joël, les esprits doivent s'embrasser près de l'âtre. Peut-être devrais-tu vérifier s'il est vraiment un esprit ?» Freyja la poussa, mais son cœur battit plus vite. Solveig avait raison. Quelque chose chez Ivar attirait. Quelque chose de tranquille, de solide, de chaleureux. Vers minuit, alors que le feu dans l'âtre brûlait plus bas et que de nombreux convives commençaient à somnoler, Björn se leva, brandit une corne et annonça solennellement « Il est temps de prononcer les serments pour la nouvelle année. » C'était une vieille tradition. Chacun se levait et jurait ce qui comptait pour lui. L'un jurait de bâtir une nouvelle maison, un autre de faire pousser une bonne récolte, un autre de trouver une épouse. Les serments variaient, mais tous les écoutaient avec respect, car une parole donnée au Joël était sacrée. Björn jura le premier. Il se leva, brandit la corne et dit « Je jure de protéger ma maison, défendre ma famille et aider ceux qui viendront à moi dans le besoin. » Tous approuvèrent d'un murmure, et Björn se rassit. Puis Solveig se leva, jura qu'elle serait mariée avant le prochain Joël, et tous rirent, car elle faisait ce serment depuis 3 ans déjà. Ensuite d'autres se levèrent, les uns après les autres, et chacun prononça son serment. Quand vint le tour d'Ivar, la salle se tut. Tous le regardaient, attendaient. Ils comprenaient que la vérité allait bientôt éclater, mais ne voulaient pas gâcher la fête. Il se leva lentement,
prit la coupe d'hydromel qu'on lui tendait et fixa le feu. Il resta longtemps silencieux, cherchant ses mots. Puis il leva la tête et prononça « Je jure sur ce que je possède. Je jure de travailler honnêtement, de ne pas voler le bonheur d'autrui et de rendre ma dette à ceux qui m'ont abrité dans la tempête. Je jure de me souvenir de cette nuit et de cette maison tant que je vivrai. » Les mots résonnèrent simplement, sans emphase, mais avec tant de sincérité que les rires dans la salle s'éteignirent. Les gens écoutaient, et dans le silence, on n'entendait plus que le crépitement du feu. Björn regardait Ivar attentivement, et dans son regard se lisait quelque chose de nouveau. Non plus seulement une gaieté avinée, mais du respect. Freyja se tenait contre le mur, le cœur serré. Elle regardait Ivar et comprenait qu'il disait la vérité. Il ne jouait pas le rôle d'un esprit. Il était simplement un homme honnête qui était arrivé dans une maison étrangère et s'efforçait de ne pas trahir la confiance accordée. Ivar se rassit et la salle revint lentement à la vie. Quelqu'un applaudit, quelqu'un leva sa coupe, et peu à peu le bruit revint. Mais quelque chose avait changé. Freyja voyait que les gens regardaient Ivar autrement, non comme un esprit, mais comme un hôte digne de respect. Elle s'approcha, s'assit près de lui et dit doucement « Merci » pour ces paroles honnêtes. Ivar la regarda et son regard portait du soulagement. Je ne voulais pas tromper. Je ne savais simplement pas comment le dire. Freyja sourit. Tu n'as trompé personne. Tu es simplement venu. Quand tous commencèrent à se disperser dans les coins, certains s'endormant déjà sur les bancs, d'autres finissant doucement leur chant, Freyja se leva et dit qu'il fallait apporter du bois. Ivar se leva à sa suite. « Je vais t'aider. » Elle ne refusa pas. Et ils sortirent dans la cour et l'air froid leur brûla le visage. La neige crissait sous les pas, la tempête s'était calmée, et au-dessus de la maison pendait un ciel noir constellé d'étoiles. Freyja s'approcha du tas de bois, commença à trier les bûches, et Ivar se tint près d'elle pour l'aider. Ils travaillaient en silence. Mais dans ce silence résidait quelque chose qui n'existait pas à l'intérieur, au milieu du bruit et des rires. Freyja s'arrêta soudain, regarda le ciel et dit « Le Joel aime ces histoires. » Quand quelqu'un arrive vanne au mauvais moment et devient partie de la fête, Ivar acquiesça. Je ne m'attendais pas à être pris pour un esprit. Freyja rit doucement. Moi non plus. Mais je suis contente que ce soit arrivé. Ivar la regarda et dans son regard, il y avait quelque chose de chaleureux qui fit battre son cœur plus vite. Moi aussi, je suis content. Ils rentrèrent ensemble dans la maison, et Freyja rapprocha délibérément le siège supplémentaire du sien. Que les esprits ne s'offensent pas. Mais cet invité lui plaisait. Skjalvik s'éveilla lentement, comme s'il ne croyait pas tout à fait que le Joël fût déjà passé. L'aube grise filtra par les fentes des volets, et dans la longue maison flottaient des odeurs de cendres froides, d'hydromel renversé et de viande de la veille. Sur les bancs, le long des murs gisaient les convives, recouverts de peaux et de manteaux, et nombre d'entre eux gémissaient dans leur sommeil, maudissant leur propre avidité pour l'hydromel. Quelques-uns étaient déjà réveillés et restaient assis, la tête dans les mains. D'autres cherchaient leurs bottes sous les bancs. D'autres encore tentaient de se rappeler ce qu'ils avaient enjuré de faire dans l'année qui venait. Les rires et le tumulte de la nuit avaient cédé la place à de discrets marmonnements et à de sourds grognements. Ivar s'éveilla avant tout le monde. Il était allongé sur le banc près du mur du fond, où on lui avait fait un lit pour la nuit, et resta longtemps à fixer le plafond, cherchant à comprendre si tout ce qui s'était passé n'avait pas été un rêve. Mais l'odeur de fumée, la chaleur de l'âtre et le souffle paisible des dormeurs disaient que tout avait été réel. Il se leva lentement, s'efforçant de ne pas faire de bruit, enfila ses bottes et sortit dans la cour. L'air froid le frappa au visage et il inspira à plein poumon. La neige formait une couche uniforme, le ciel était clair, mais le soleil n'était pas encore visible. Le silence était tel qu'on entendait au loin le croassement d'un corbeau. Ivar observa les lieux.
La cour était petite, mais bien entretenue. À droite se dressait le tas de bois, à gauche un enclos pour le bétail. Derrière la maison, on apercevait un bain et une petite forge. Tout témoignait qu'ici vivaient des gens qui savaient travailler et appréciaient l'ordre. Ivar s'approcha du puits, puisa de l'eau dans un seau et se lava le visage. L'eau était glacée, et il sentit qu'il s'éveillait complètement. Puis il prit un deuxième seau et l'emporta dans la maison. Non parce qu'on le lui avait demandé, mais simplement parce que c'était la bonne chose à faire. Il était un hôte qu'on avait abrité dans la tempête, et le moins qu'il put faire était d'aider. Quand il rentra, la maison commençait à s'animer. Quelqu'un se leva, s'étira, se dirigea vers l'âtre pour ranimer le feu. Les femmes sortaient de derrière les rideaux, arrangeant cheveux et vêtements, se mettaient à débarrasser les tables des restes de nourriture. Freya sortit la dernière. Ses cheveux étaient dénoués et tombaient sur ses épaules en vagues sombres. Son visage gardait encore les traces du sommeil. Ses yeux étaient légèrement plissés à cause de la lumière. Elle s'arrêta près du rideau, aperçut Ivar qui déposait le seau près de l'âtre, et s'immobilisa un instant. Il avait l'air non d'un invité, mais de quelqu'un qui avait toujours vécu ici, calme, maladroit, s'efforçant d'être utile et de ne pas prendre trop de place. Cela la toucha plus qu'elle ne s'y attendait. Leurs regards se croisèrent. Ivar hocha brièvement la tête. Freyja répondit d'un signe, puis détourna les yeux et se dirigea vers la table, commença à ramasser les coupes. Elle se sentit soudain gênée, bien qu'elle ne comprît pas pourquoi. Peut-être parce qu'il la voyait, les cheveux dénoués, avant qu'elle n'ait eu le temps de s'arranger. Peut-être parce qu'elle se rappelait comment, la veille, elle s'était assise près de lui devant le feu et lui avait tenu la main. Elle ne le regrettait pas, mais à la lumière du jour, tout semblait différent. Ils rangèrent ensemble, en silence d'abord. Ivar ramassait les cornes qui traînaient dans les coins, les rapportait à la table. Freya balayait la paille piétée et qu'il les piétinait pendant la nuit, suspendait les manteaux humides près de l'âtre pour qu'ils sèchent. Bjorn dormait encore, ronflait si fort que les murs semblaient trembler. Solveig dormait aussi, recroquevillée sur un banc et recouverte d'une peau jusqu'au menton. Les autres convives partaient un peu à peu chez eux, certains remerciaient, d'autres se contentaient d'un signe de tête avant de s'en aller en titubant. Quand la majeure partie du travail fut accomplie, Freyja s'arrêta, s'essuya les mains sur son tablier et regarda Ivar. Il réparait un banc cassé que quelqu'un avait renversé dans la nuit, et était si absorbé qu'il ne remarqua pas son regard. Elle voyait la dextérité de ses mains, l'assurance avec laquelle il ajustait la planche, comment il vérifiait qu'elle tenait solidement. C'était un guerrier. Mais il savait faire cela aussi. Freyja s'approcha, s'accroupit près de lui et demanda doucement « Tu fais souvent ça, aider là où on ne te demande rien ?» Ivar leva les yeux de son travail, la regarda et eut ce sourire discret qui lui était propre. « J'ai l'habitude. Dans la troupe, chacun fait ce qui est nécessaire sans attendre d'ordre. Sinon, on ne survit pas. » Freyja acquiesça. « Chez nous aussi. Si chacun attend qu'on lui demande, la maison s'effondre. » Ils continuèrent à travailler, mais maintenant, les paroles venaient plus facilement. Freyja raconta comment à chaque Joël elle jurait de ne pas tout prendre sur elle, mais rompait chaque fois ce serment parce qu'elle ne pouvait supporter de voir les choses aller de travers. Ivar rit et dit qu'il la comprenait. Lui aussi était ainsi. Il voyait ce qu'il fallait faire et le faisait, même si personne ne le demandait. Freyja lui demanda d'où il venait. Ivar répondit qu'il était des terres au nord d'ici, que son père avait été un modeste bonde, mais était mort quand Ivar était encore enfant, et que la terre était passée au frère aîné. Ivar était parti rejoindre une troupe, car il n'y avait pas d'autre chemin. Freyja écoutait attentivement, et dans ses yeux se lisait cette compassion qui n'avait pas besoin de mots. Elle savait ce que c'était de ne pas avoir le choix. Elle était fille de bonde, et sa vie avait été déterminée dès sa naissance, tenir la maison, aider son père, épouser quelqu'un qui en serait digne. Mais elle ne voulait pas épouser le premier venu. Elle voulait choisir elle-même,
Et son père, heureusement, n'insistait pas, pour l'instant. Ivar l'interrogea sur elle, et Freyja raconta. Comment elle avait grandi ici, dans cette maison, comment sa mère était morte quand elle avait 10 ans, et depuis lors elle tenait le ménage avec son père. Comment elle avait appris à filer, tisser, cuisiner, soigner les blessures et réparer les toits. Comment elle aimait l'hiver plus que l'été, car en hiver tout s'immobilisait, et on pouvait rester près du feu à écouter des histoires. Ivar écoutait sans l'interrompre, et Freyja comprit soudain qu'il lui était facile de parler avec lui. Pas besoin d'inventer des mots, pas besoin de paraître plus intelligente ou meilleure. On pouvait simplement être soi-même. Vers midi, la maison redevint une maison, et non plus une fête. Björn s'éveilla, s'étira, sortit dans la cour, et resta longtemps près du puits, à s'asperger de eau, en jurant à mi-voix. Puis il rentra, vit qu'Ivar avait aidé à ranger, et approuva d'un signe de tête. « Tu travailles bien, voyageur ? Ou comment t'appelles-tu » Ivar donna son nom, et Björn le répéta, le goûtant. « Ivar. Bon nom. Si tu veux, tu peux rester encore un jour. Aide-moi avec la clôture que la neige a cassée. Les bras en plus ne sont jamais de trop. » Ivar regarda Freyja, non pour demander, mais comme pour vérifier qu'il ne serait pas de trop. Elle haussa les épaules, comme si cela ne signifiait rien, mais en elle naquit un étrange apaisement, comme si dans la maison, l'équilibre s'était enfin établi. Ils partirent ensemble, Björn, Ivar et 2 voisins qui étaient restés après le Joël. La clôture était effectivement brisée en plusieurs endroits. La neige lourde avait écrasé les planches qu'il fallait remplacer. Les hommes travaillaient en silence, n'échangeant que de rares phrases brèves. Ivar travaillait comme les autres, et Björn remarqua qu'il avait des mains habiles. « Tu es guerrier, mais tu sais aussi construire, » dit-il. Ivar acquiesça. Dans la troupe, il faut savoir tout faire. Monter le camp, réparer les armes, allumer un feu sous la pluie. Björn grogna. Bonne compétence, utile partout. Dans l'après-midi, Freyja sortit les rejoindre, apportant de la nourriture et une décoction chaude. Les hommes s'assirent pour se reposer, et elle s'installa près d'Ivar sur des rondins. Ils mangèrent en silence. Mais ce silence était chaleureux. Freyja regardait la neige, les arbres au loin, le ciel qui commençait à s'assombrir bien que le jour ne fût pas fini. Ivar regardait dans la même direction, et leurs épaules se touchaient presque. Il dit soudain « Bel endroit, paisible ». Freyja acquiesça. « Oui, c'est bien ici, surtout en hiver. » Ivar la regarda. « Tu aimes l'hiver » Freyja sourit. « Plus que l'été. L'hiver est honnête. S'il fait froid, il ne le cache pas. Si c'est difficile, il ne fait pas semblant que c'est facile. L'été, tout semble simple, mais l'hiver, on comprend ce que valent les gens. » Ivar acquiesça, et dans ses yeux passa une lueur de compréhension. « Tu as raison, l'hiver ne pardonne pas les erreurs. » Freyja le regarda attentivement. « Tu t'es souvent trompé. » Ivar eut un sourire en coin. Assez pour savoir ce que c'est. Freyja voulut demander de quoi il parlait, mais se ravisa. Ce n'était pas le moment. Quand le travail fut achevé, ils rentrèrent à la maison. Björn était satisfait, frappa l'épaule d'Ivar et dit « Si tous les esprits au travaillaient comme toi, je leur laisserai un siège supplémentaire chaque année. » Tous rirent et Ivar sourit également. Il sentait qu'ici on l'avait accepté, qu'il n'était pas simplement un hôte, mais presque l'un des leurs. Et c'était étrange, car d'ordinaire il ne s'attardait nulle part plus longtemps que nécessaire. Le soir, quand le soleil se coucha et que le ciel vira au bleu sombre, Freyja proposa à Ivar d'aller voir l'Ossi. « Je vais te montrer notre rivage. Il est beau. » Ivar accepta, et ils sortirent tous deux. La neige crissait sous leurs pas. L'air était pur et glacé. Ils marchaient en silence, et ce silence était tel qu'ils ne réclamaient pas de mots. Freyja lui montrait la vieille barque que son père réparait, les endroits où l'été on prenait le meilleur poisson, le sentier qui menait au village voisin. Ivar écoutait, regardait, et soudain s'arrêta. Il contempla l'eau gelée, la glace qui luisait dans le crépuscule, et dit doucement
Je dois partir. La troupe n'attend pas longtemps, et le chemin redeviendra dangereux si je tarde. » Freyja se figea. Elle savait que cela arriverait, mais ne pensait pas que ce serait si vite. Ne pensait pas que cela ferait si mal. Elle ne répondit pas tout de suite, se contenta de fixer la glace, et quelque chose se serra dans sa poitrine. Ivar la regarda, et dans son regard se lisait quelque chose qui ressemblait à du regret. « Je ne voudrais pas partir, c'est bien ici. Mais j'ai donné ma parole de revenir avant la nouvelle lune, et ma parole est tout ce que j'ai. » Freyja hocha la tête sans le regarder. « Je comprends. » Ivar fit un pas vers elle. « Freyja. » Elle leva les yeux, et il vit ce qu'elle tentait de cacher. « Je reviendrai, si tu me le permets ?» Freyja le regarda longuement, et dans son regard, il y avait tant de choses que les mots semblaient superflus. Mais elle le dit quand même, « Reste encore un jour. » Un seul. Ivar resta immobile, ne s'attendant pas à ces paroles. « Un jour ?» Freyja acquiesça. « Un, pour que je sache que tu n'es pas simplement passé. » Ivar la regarda longuement, et dans son regard, il y avait tant de chaleur que Freyja sentit ses joues brûler. « D'accord, un jour. » Ils rentrèrent ensemble à la maison, et quand ils entrèrent, Solveig, qui était assise près de l'âtre, les regarda et eut un sourire en coin. Elle ne dit rien, mais Freyja savait que son ami avait tout compris. Björn aussi les regarda, mais se tut, se contenta d'un signe de tête à Ivar et retourna à son travail. La soirée se passa dans le calme. Ivar était assis près de l'âtre, raccommodait son manteau déchiré en route. Freyja filait la laine près de lui, et il ne parlait presque pas, mais ce silence était tel qu'il ne réclamait pas de mots. Parfois leurs regards se croisaient, et ils se souriaient doucement, comme s'ils partageaient un secret que nul autre ne connaissait. Quand le feu se réduisit à des braises, Freyja se leva et dit qu'il était temps de dormir. Ivar acquiesça, souhaita bonne nuit et resta près de l'âtre. Freyja disparut derrière le rideau, s'allongea sur son banc et resta longtemps sans pouvoir dormir. Elle pensait à lui, au fait qu'il partirait, à savoir s'il reviendrait vraiment. Elle ne savait pas ce qu'elle ressentait, mais savait que c'était quelque chose d'important, quelque chose qui allait changer sa vie. Le deuxième jour après le Joël se passa en travail. Ivar aida Björn du matin au soir. Ils réparèrent le reste de la clôture, fendirent entière du bois, transportèrent de lourdes poutres pour le toit du bain qu'il fallait renforcer avant la prochaine chute de neige. Björn, qui d'ordinaire admettait difficilement des étrangers dans ses affaires, travaillait aux côtés d'Ivar comme s'il faisait partie de la famille. Il plaisanta même en disant que si tous les esprits travaillaient ainsi, il leur laisserait chaque année non seulement un siège, mais aussi une hache. Ivar répondait peu, travaillait en silence, mais sa présence était telle que personne ne ressentait de gêne. Il était simplement là, proche, solide, sans mots inutiles. Vers midi, ils terminèrent sur le bain et rentrèrent à la maison. Björn se laissa tomber sur un banc, s'essuya le front et dit « Tu es bon travailleur, Ivar. Si tu veux rester plus longtemps, tu seras toujours un hôte bienvenu. » Ivar remercia, mais ne répondit rien. Il savait qu'il partirait demain, et cette certitude pesait comme une pierre dans sa poitrine. Il ne voulait pas partir, mais ne pouvait rester. La troupe l'attendait, et il avait donné sa parole de revenir. Et sa parole était tout ce qu'il possédait. Freyja l'observait à la dérobée, tandis qu'elle filait la laine près de l'âtre. Elle voyait comment il bougeait, comment il tenait la hache, comment il répondait d'un signe à son père quand celui-ci parlait. Voyait comment il s'efforçait d'être utile, comment il ne demandait rien en retour, comment il la regardait quand il croyait qu'elle ne le voyait pas. Et chacun de ses regards la réchauffait plus que le feu dans l'âtre. Solveig, qui voyait tout, s'installa près d'elle et chuchota « Regarde comme il s'applique », comme s'il voulait prouver qu'il mérite de rester. Freyja rougit sans détacher les yeux de son rouet. « Ne dis pas de sottises. » Solveig sourit malicieusement. « Des sottises ? Tu vois bien comment il te regarde. » « Et comment tu le regardes ?» Freyja posa son rouet, regarda son ami gravement. « Il part demain. Quel intérêt d'en parler ?» Solveig haussa les épaules. « L'intérêt.
c'est que si tu ne lui dis rien, il partira. Et après tu le regretteras tout l'hiver. Freyja voulut protester, mais les mots qui restèrent coincés dans sa gorge, car Solveig avait raison. Le soir, quand Björn ronflait déjà près de l'âtre recouvert d'une peau, et que Solveig était partie chez elle, Freyja et Ivar restèrent seuls. Le feu brûlait tranquillement, dehors la neige recommençait à tomber, douce et paisible. Dans la maison régnait chaleur et silence. Seuls crépitaient les braises, et quelque part une planche grinçait sous le vent. Freya était assise sur le banc, raccommodant une tunique déchirée qu'un convive avait oubliée après le Joël. Ivar était assis en face, aiguisant un couteau de mouvement lent et régulier. Ils restèrent longtemps skérless, longtemps silencieux, et dans ce silence résidait quelque chose qui ne réclamait pas de mots. Mais Freyja sentait une tension monter en elle, sentait qu'il fallait dire quelque chose, mais ne savait comment commencer. Elle posa la tunique, regarda le feu et demanda doucement : « Tu pars vraiment demain ?» Sa voix sonna calmement, mais tout se serra en elle. Ivar arrêta le mouvement de la pierre à aiguiser, leva la tête et la regarda. « Je le dois. J'ai donné ma parole à la troupe que je reviendrai avant la nouvelle lune. » Freyja acquiesça, mais ses mains tremblèrent au-dessus du tissu. Elle reprit la tunique, fit semblant de continuer son travail, mais le fil s'emmêlait et elle n'arrivait pas à faire passer l'aiguille dans le tissu. Ivar posa le couteau, se leva, s'approcha. Il s'assit près d'elle sur le banc, mais pas trop près, laissant entre eux un espace qu'on pouvait franchir, si on le voulait. Il regarda le feu, puis elle et dit doucement : « Je rencontre rarement des gens avec qui il est facile de se taire, avec qui on n'a pas besoin d'inventer des mots pour combler le vide. » Freyja cessa de coudre, posa les mains sur ses genoux et le regarda. Moi aussi. Leurs regards se croisèrent, et dans ce regard, il y avait tant de choses que les mots semblaient superflus. Ivar soupira, passa la main dans ses cheveux, et Freyja remarqua qu'il était nerveux bien qu'il s'efforçât de ne pas le montrer. « Ici, dans ta maison, j'ai ressenti ce que je n'avais pas ressenti depuis des années. Comme si je n'étais pas un hôte, mais parti de quelque chose. » Il se tut, cherchant ses mots, et Freyja attendit sans l'interrompre. Dans la troupe, on se sent toujours provisoire. Aujourd'hui, tu es ici, demain ailleurs. Tu connais les noms de tes compagnons, mais tu ne les connais pas vraiment. Tous gardent leur distance, car n'importe quel jour, quelqu'un peut ne pas revenir. Et tu t'habitues à ne pas t'attacher. Il la regarda, et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Mais ici, c'est différent. Ici, je me sens vivant. Freyja écoutait, et quelque chose se serrait et s'élargissait à la fois dans sa poitrine. Elle comprenait chacune de ses paroles, car elle ressentait la même chose. Elle aussi avait toujours été partie de quelque chose de plus grand, la maison, la famille, les traditions, mais n'avait jamais senti que quelqu'un la voyait elle-même, et non simplement la fille de Björn ou la maîtresse de maison. Ivar voyait, elle le savait. Elle demanda doucement : « Alors pourquoi pars-tu » Ivar regarda le feu, et son visage devint grave. « Parce que je ne sais pas si j'ai le droit de rester. Je suis un guerrier sans terre, sans richesse. Je n'ai qu'une épée et ma parole. Qu'ai-je à offrir ?» Freyja fronça les sourcils. « Tu crois que c'est important, la terre et la richesse ?» Ivar eut un sourire triste. « Dans notre monde, c'est important. Sans terre, tu n'es personne. Sans richesse, tu ne peux entretenir une famille. Je ne peux aller voir ton père et lui dire : « Donne-moi ta fille. Je n'ai qu'une épée et ma parole honnête. » Freyja le regarda longuement, et dans ses yeux s'alluma quelque chose d'obstiné, cette même chose qui faisait d'elle ce qu'elle était. « Tu peux offrir la vérité. Tu peux dire si tu veux revenir. Pas dans un an, pas un jour peut-être, mais revenir ici, dans cette maison vers moi. » Les mots résonnèrent, si directement qu'Ivar se figea. Il ne s'attendait pas à une telle franchise. Dans son monde, les guerriers parlaient rarement de sentiments. Ils juraient, se battaient, mouraient, mais n'avouaient pas que leur cœur pouvait souffrir d'un regard d'étranger.
Mais Freyja n'était pas un guerrier. C'était une femme libre qui connaissait sa valeur et n'avait pas peur de dire la vérité. Ivar tendit lentement la main et toucha sa paume. Il ne serra pas, ne retint pas, toucha simplement, comme pour vérifier que ce n'était pas un rêve. Ses doigts étaient en chaud, malgré le froid qui régnait encore dans la maison. Freyja sentit un frisson lui parcourir la peau, son cœur battre si fort qu'il semblait résonner dans toute la maison. Elle ne retira pas sa main, se contenta de le regarder, d'attendre. Ivar dit doucement « Je veux revenir, si tu me le permets ». Freyja serra ses doigts en réponse, et dans ce geste simple, résidait plus que dans n'importe quel serment. Ils restèrent ainsi assis, main dans la main, et se turent, car il n'y avait plus besoin de mots. Le feu dans l'âtre achevait de se consumer. Projetant sur les murs des ombres douces, la neige dehors tombait tranquillement et régulièrement, et le monde entier semblait suspendu dans l'attente. Freyja demanda soudain « Et si la troupe ne te laisse pas partir? Si tu dois aller loin et ne pas revenir ?» Ivar la regarda gravement. « Alors je quitterai la troupe. Je ne veux pas passer ma vie sans savoir où je serai demain. Je ne veux pas mourir quelque part sur une terre étrangère sans avoir dit adieu à ceux qui comptent. » Freyja se figea. « Tu dis vraiment cela ?» Ivar acquiesça. « Vraiment, je suis fatigué d'être provisoire, fatigué de ne pas avoir d'endroit où revenir, ici avec toi. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais m'arrêter. » Freyja sentit les larmes lui monter à la gorge, mais les retint. Elle ne voulait pas pleurer, ne voulait pas montrer combien ses paroles l'avaient touchée. Elle serra seulement sa main plus fort et dit doucement « Alors reviens, promets que tu reviendras. » Ivar la regarda dans les yeux, et dans son regard, il y avait tant de détermination qu'elle le crut. « Je le promets, dès que je le pourrai, je reviendrai, et je ne repartirai plus, sauf si tu me chasses. » Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le feu ne soit plus que braise, et que la neige dehors ait recouvert toutes les traces dans la cour. Puis Freyja se leva lentement, et Ivar se leva aussi. Ils se tenaient un côte à côte, très peu d'espace entre eux. Freyja leva la tête, le regarda, et Ivar vit dans ses yeux quelque chose qui lui coupa le souffle. Il leva lentement la main, toucha sa joue, caressa sa pommette du pouce. Freyja ferma les yeux, et dans ce toucher, résidait plus que dans n'importe quel baiser. Ils ne s'embrassèrent pas, ne s'enlacèrent pas, restèrent simplement côte à côte, se tenant la main, et c'était suffisant pour comprendre. Quelque chose avait commencé entre eux. Quelque chose qu'on ne pouvait arrêter ni oublier. Quelque chose qui changerait leur vie. Freyja dit doucement « Bonne nuit, Ivar. » Il répondit aussi doucement « Bonne nuit, Freyja. » Elle lâcha sa main, se retourna et disparut derrière le rideau. Ivar resta debout près de l'âtre, fixant les braises, et mit longtemps à apaiser son cœur. Il savait qu'il partirait demain, mais savait aussi maintenant qu'il reviendrait certainement. Parce qu'ici, dans cette maison, demeurait une partie de lui. Cette partie qu'il ne voulait pas perdre. Il s'allongea sur son banc, se recouvrit d'une peau et resta longtemps à fixer le plafond. Il pensait à Freyja, à ses paroles, à la façon dont elle l'avait regardé. Pensait à la troupe, à ce qu'il dirait en revenant. Pensait à l'avenir qu'il ne voyait pas auparavant, et qui maintenant était si clair, comme s'il était déjà là. Il s'endormit avec ses pensées. Et pour la première fois depuis des années, il ne rêva ni de combat ni de route, mais d'une maison chaude, d'un feu dans l'âtre et d'une femme qui attendait son retour. Freyja ne dormait pas non plus. Elle était allongée sur son banc, écoutait son père ronfler, les braises crépiter dans l'âtre, le vent hurlait dehors. Elle pensait que Ivar partirait demain et ne savait si elle tiendrait le coup, ne savait si elle aurait la force d'attendre sans savoir quand il reviendrait. Mais elle décida d'attendre, parce que ce qu'elle ressentait était trop important pour laisser partir ainsi. Elle ferma les yeux, et son image se dressa devant elle, grave, silencieux, avec ce rire discret dans les yeux.
Elle sourit et finit par s'endormir, gardant sa promesse dans son cœur. Le matin du 3e jour était clair et froid. Le ciel au-dessus de Skalvik était si pur qu'il semblait que les dieux l'avaient lavé jusqu'à le faire briller. Le soleil se levait lentement, teignant la neige de nuances roses et dorées, et l'air était si glacial que chaque souffle se transformait en nuage blanc. Ivar s'éveilla tôt, avant l'aube, et resta longtemps allongé sur le banc à fixer le plafond. Il savait qu'il devait partir aujourd'hui, et cette certitude pesait dans sa poitrine comme une pierre. Il ne voulait pas partir, mais ne pouvait rester. La troupe l'attendait, et il avait donné sa parole. Et sa parole était tout ce qu'il possédait. Il se leva, s'habilla en silence, s'efforçant de ne pas réveiller Björn qui dormait. Il rassembla ses affaires, le manteau que Freyja l'avait aidé à réparer, le sac de nourriture qu'elle avait elle-même préparé la veille au soir, l'épée qui pendait à son chevet. Il vérifia les sangles, resserra sa ceinture, ajusta la graffe de son manteau. Tout était prêt, mais ses jambes refusaient d'obéir, comme si elles avaient pris racine au sol. Il se tenait près de la porte et ne pouvait se forcer à sortir. Freyja sortit de derrière le rideau silencieusement, comme une ombre. Elle n'avait pas dormi de la nuit, avait écouté ses mouvements, ses soupirs, et savait qu'au matin, il partirait. Elle s'était habillée encore dans l'obscurité, avait tressé ses cheveux, enfilé un manteau chaud et était sortie quand elle l'avait entendu se lever. Leurs regards se croisèrent, et tous deux restèrent silencieux. Pas besoin de mots pour comprendre ce que ressentait l'autre. Ivar dit doucement « Je suis prêt ». Freyja acquiesça. « Je vais t'accompagner jusqu'au portail ». Ils sortirent ensemble dans la cour, et l'air froid les frappa au visage. La neige crissait sous leurs pas, et dans ce silence, chaque pas résonnait trop fort. Björn sortit derrière eux, enveloppé dans une peau, le visage encore froissé de sommeil. Il s'approcha d'Ivar, tendit la main et ils échangèrent une poignée ferme. Björn dit « Si tu reviens, la porte sera ouverte. Sinon, que les dieux protègent ton chemin. » Sa voix était grave, et n'y résonnait aucune trace de cette gaieté avinée de la nuit du Joël. Ivar s'inclina. « Merci pour l'abri, pour la nourriture, pour m'avoir accueilli quand j'en avais besoin. » Björn acquiesça. « Tu es un homme bien, Ivar. Si j'avais un fils, je voudrais qu'il soit comme toi. » Les mots résonnèrent simplement, mais portaient tant de respect que Ivar sentit sa gorge se serrer. Björn regarda sa fille, puis Ivar et ajouta « Je ne suis pas aveugle. Je vois comment vous vous regardez. Si tu reviens et que tu demandes sa main, je ne m'y opposerai pas. » Freyja tressaillit, ne s'attendant pas à ces paroles. Ivar se figea, ne sachant que répondre. Björn eut un sourire en coin. « Mais si tu ne reviens pas, je te maudirai si fort que les esprits des ancêtres ne te laisseront aucun repos. » Il frappa l'épaule d'Ivar, se retourna et rentra dans la maison, les laissant seuls. Freyja et Ivar se tenaient près du portail, et le silence s'installa entre eux. Ivar ne savait pas où commencer, et Freyja se taisait, craignant que si elle disait un seul mot, elle ne puisse retenir ses larmes. Il se tourna vers elle, la regarda dans les yeux et dit doucement « Le Joël dans cette maison, ça a été le plus étrange et le plus chaleureux depuis bien des années. Je rencontre rarement des gens avec qui il est facile de se taire, avec qui on n'a pas besoin d'inventer des mots pour combler le vide. » Il se tut, cherchant ses mots, et Freyja voyait combien c'était difficile pour lui. « Si la route le permet, je reviendrai. Non comme un esprit, non comme un hôte de passage, mais simplement comme moi-même, comme Ivar qui veut rester ici avec toi. » Freyja ne rit pas et ne détourna pas le regard. Elle répondit aussi simplement « Les portes, ô Joël, ne sont pas ouvertes qu'une fois par an. Je n'aime pas les promesses, mais j'aime qu'on tienne parole. Si tu reviens, je te reconnaîtrai aussitôt, même sans neige ni tempête. » Ivar acquiesça, et dans son regard, il y avait tant de détermination qu'elle le crut. Il leva lentement la main, toucha sa joue, passa les doigts dans les cheveux qui s'échappaient de son foulard. Freyja ferma les yeux,
et ce toucher la réchauffa plus que n'importe quel feu. Ivar se pencha, pressa son front contre le sien, et ils restèrent ainsi immobiles, comme s'ils cherchaient à graver ce moment à jamais. Puis il recula, se retourna une fois, juste assez pour que ce soit suffisant, et partit sur le sentier qui menait au nord. Freyja resta près du portail, le regarda s'éloigner, et ne bougea pas jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse au terre tournant. C'est seulement alors qu'elle rentra dans la maison, ferma le portail derrière elle, et s'y adossa, fermant les yeux. Les larmes coulèrent sur ses joues, mais elle n'émit aucun son. À l'intérieur, Björn était assis près de l'âtre, et quand elle entra, il la regarda attentivement. « Il reviendra » demanda-t-il. Freyja essuya ses larmes, se redressa et acquiesça. « Il reviendra. » Björn eut un sourire en coin. « Bien. S'il est un guerrier d'honneur, il tiendra parole. Sinon, c'est que ce n'était pas le destin. » Freyja ne répondit pas, passa simplement à son banc, s'assit et prit son rouet. Ses mains tremblaient, mais elle se força à travailler pour ne pas penser qu'il était parti. Les jours après le départ d'Ivar s'écoulaient lentement. Freyja ne parlait pas de lui à voix haute, mais Solveig voyait tout. Elle remarqua comment Freyja arrangeait chaque soir le siège près de l'âtre, comment elle regardait la porte quand elle entendait des pas dehors, comment elle se figeait quand quelqu'un frappait. Une semaine passa, puis deux. La neige tombait sans cesse. L'hiver se faisait de plus en plus dur, et chaque jour sans nouvelles. d'Ivar était comme un coup de poignard. Solveig dit un jour, « Peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'il en a trouvé une autre. » Freyja la regarda de telle manière que Solveig prit peur. « Il n'a pas oublié, il reviendra. » Solveig soupira. « Comment le sais-tu? Les hommes disent de beaucoup de choses, c'est quand ils sont bien. » Et puis ils partent et oublient. Freyja secoua la tête. « Ivar n'est pas comme ça. Il n'est pas de ceux qui disent des paroles vides. » Solveig voulut protester, mais elle vit dans les yeux de son amie une telle certitude qu'elle se tut. Björn voyait lui aussi que sa fille changeait. Elle était devenue plus silencieuse, plus pensive, mais non plus faible. Au contraire, une force nouvelle était apparue en elle, comme si elle avait pris une décision et maintenant s'y tenait, quoi qu'il arrive. Il lui dit un jour, « S'il est un guerrier, il reviendra. Sinon, c'est que ce n'était pas le destin. » Freyja répondit, « Il reviendra, père. Je le sais. » Björn acquiesça et ne reparla plus du sujet. Un mois passa. La neige formait une couche épaisse, les routes étaient presque impraticables, et rares étaient ceux qui osaient en sortir de chez eux sans nécessité absolue. Freyja continuait d'attendre. Elle travaillait, aidait son père, filait, tissait, cuisinait, mais tout cela se faisait comme en dehors d'elle. Elle vivait dans l'attente, et cette attente devenait partie d'elle, comme la respiration. Un soir, alors que la tempête martelait de nouveau les murs, et que Freyja pétrissait la pâte près de l'âtre, quelqu'un frappa à la porte. Le coup était discret, mais insistant. Freyja se figea, les mains immobiles dans la pâte. Björn, qui était assis près du feu, cria « Ouvre, ma fille, ne laisse pas l'eau geler !» Freyja s'essuya les mains sur son tablier, mais ses doigts tremblaient tant qu'elle ne pouvait défaire le nœud. Solveig, assise près d'elle, la poussa du coude. « Va, c'est peut-être lui. » Freyja marcha lentement vers la porte. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de jaillir de sa poitrine. Elle posa la main sur le verrou, s'immobilisa un instant, puis ouvrit brusquement la porte. Sur le seuil se tenait Ivar, enseveli sous la neige, le regard fatigué mais vivant. Son visage était tanné par le vent, ses lèvres gercées par le gel, sa barbe couverte de givre. Mais ses yeux, ces mêmes yeux sombres et observateurs, la regardaient avec tant de chaleur qu'elle oublia comment respirer. Il sourit de ce même sourire discret qui ne brillait que dans les yeux et dit doucement « J'ai tenu parole ». Freyja ne répondit pas.
Elle fit un pas en avant, sans dire un mot, et le serra fort dans ses bras, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse à nouveau. Ivar l'enlaça en retour, la pressa contre lui, et en cet instant, le monde entier se réduisit à la chaleur de leurs deux corps, au battement de leur cœur, au souffle silencieux du soulagement. La neige tombait sur eux, le vent hurlait, mais ils s'en moquaient. Ils se tenaient sur le seuil, l'un contre l'autre. Et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Björn, qui observait depuis la table, grogna, mais ne dit rien. Il se leva, s'approcha de la porte et annonça d'une voix forte « Entre, Ivar, ou tu vas geler avec ma fille ». Ivar et Freyja se détachèrent, et Ivar entra dans la maison. Freyja ferma la porte derrière lui, et quand elle se retourna, elle vit qu'il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu as attendu » dit-il doucement. Freyja acquiesça. « J'ai attendu. » Solveig, assise près de l'âtre, sourit et chuchota. « Je le savais. » Björn tendit à Ivar une coupe d'hydromel chaud et dit « Assieds-toi, raconte ce qui s'est passé. » Ivar s'assit, but l'hydromel et commença à raconter. Il avait retrouvé la troupe, rempli ses obligations, mais avait annoncé qu'il partait. Tous n'avaient pas compris sa décision, mais personne n'avait cherché à le retenir. Il avait reçu sa part du butin, rassemblé ses affaires et était revenu. La route avait été difficile, les tempêtes l'avaient retardé. Mais il ne s'était pas arrêté, car il savait qu'on l'attendait. Freyja écoutait sans détacher son regard de lui, et dans son cœur s'épanouissait quelque chose de chaud, quelque chose qui ressemblait au bonheur. Björn approuvait en écoutant, et quand Ivar termina, il dit « Tu es un homme honnête, Ivar. Je suis content que tu sois revenu. » Ivar s'inclina. « Merci de m'accueillir à nouveau. » Björn eut un sourire en coin. « Tu es presque des nôtres maintenant. Reste jusqu'à ce que tu décides de ce que tu feras ensuite. » Ivar regarda Freyja, et dans son regard se lisait une question. Elle acquiesça, et il comprit. Il resterait. Pas un jour, pas une semaine. Il resterait pour toujours, si on le lui permettait. Et elle le permettrait. Parce qu'il était revenu. Parce qu'il avait tenu parole. Parce qu'il était celui qu'elle avait attendu toute sa vie, sans même le savoir. Ivar ne repartit pas. Il resta à Skjaldvik, et chaque jour il devenait plus clair que ce n'était pas une décision provisoire. Il travaillait aux côtés de Björn, aidait au ménage, apprenait un métier qui ne réclamait pas d'épée, mais exigeait patience et habileté. Björn lui enseignait à réparer les toits, à monter des clôtures qui tiendraient tout l'hiver, à travailler le bois et la pierre. Ivar apprenait volontiers, et Björn voyait qu'il avait les mains rapides et la tête claire. Ce n'était pas un simple guerrier qui ne savait que se battre. C'était un homme qui pouvait devenir partie de cette terre. Freyja ne s'agitait plus seule. Près d'elle se trouvait toujours son aide silencieuse et solide. Ils travaillaient ensemble. Elle filait, il réparait les outils, elle cuisinait, il portait l'eau, elle rangeait, il entretenait le feu, il parlait peu, mais comprenait beaucoup. Parfois leurs mains se touchaient quand il se passait quelque chose, et dans ces brefs contacts résidait plus que dans n'importe quelle parole. Parfois leurs regards se croisaient au-dessus de l'âtre, et ils se souriaient si discrètement, comme s'ils partageaient un secret qu'il n'était pas nécessaire de prononcer à voix haute. Solveig les observait et secouait la tête en souriant. « Vous êtes comme un vieux couple qui a vécu 20 ans ensemble, » disait-elle. Freyja rougissait et balayait ses mots d'un geste. Mais au fond, elle savait que Solveig avait raison. Avec Ivar, c'était facile. Pas besoin de jouer un rôle, pas besoin de faire semblant. On pouvait simplement être soi-même. Et c'était ce qu'il y avait de plus précieux. Le printemps passa, puis l'été. Ivar devint partie de la maison si naturellement, comme s'il y avait toujours vécu. Il allait chasser avec Björn, aider les voisins à construire une nouvelle grange, participait au thing quand il fallait régler des différends entre familles. Les gens de Skjaldvik l'acceptèrent, car ils voyaient qu'il était honnête, travailleur, et n'essayait pas de paraître meilleur qu'il n'était. Il ne se vantait pas de son passé, ne racontait pas les combats auxquels il avait participé. Il travaillait simplement, vivait et était là. L'été venu,
Quand les nuits devinrent courtes et les jours longs, Ivar demanda à Freyja de l'accompagner au lac. Ils marchèrent en silence, et Freyja sentait qu'il voulait dire quelque chose, mais ne savait comment commencer. Ils s'assirent donc sur la berge, regardèrent Orkney refléter le ciel du couchant, et Ivar dit soudain « Je veux le rester ici pour toujours. Non comme un hôte, mais comme partie de ce lieu. Comme ton mari, si tu acceptes. » Freyja se tourna vers lui, et des larmes brillaient dans ses yeux. « J'accepte. Depuis le jour de ton retour, je savais que je le voulais. » Ivar prit sa main, la porta à ses lèvres et l'embrassa. C'était leur premier baiser, et il était si tendre que Freyja sentit son cœur s'arrêter. Ils restèrent ainsi assis, main dans la main, à regarder le soleil se coucher à l'horizon, teignant le ciel de rouge et d'or. Quand ils rentrèrent, Ivar demanda à parler à Björn. Ils s'éloignèrent dans un coin de la maison, et Freyja n'entendit que des bribes de mots. Mais quand ils revinrent, Björn souriait. « Tu seras un bon mari pour ma fille, Ivar. Je donne ma bénédiction. » Le mariage fut simple mais chaleureux. Les voisins, parents et amis se rassemblèrent. Solveig pleurait de joie. Björn prononça un long discours sur l'importance de protéger famille et foyer. Et tous burent à la santé des jeunes époux. Ivar et Freyja se tenaient côte à côte, main dans la main, et leur bonheur était si évident que même les hommes les plus austères souriaient. Quand le festin prit fin, ils restèrent seuls près de l'âtre, et Ivar dit doucement « Je n'ai jamais pensé que je serais si heureux, que je trouverais un foyer, une famille, toi. » Freyja se blottit contre lui, et ils restèrent ainsi, écoutant le feu crépiter, sachant qu'ils s'étaient trouvés pour toujours. Une année passa. Le Joël revint. La longue maison fut de nouveau ornée de branches de sapin. De nouveau des cornes d'hydromel pendaient aux poutres. De nouveau des jambons de sanglier rôtissaient après de l'âtre. Tout était comme cette première fois. Mais maintenant, tout était différent. Freyja ne courait plus seule, tentant de tout contrôler. Ivar était là, aidait, et ensemble ils créaient en cette fête qui resterait en mémoire non par sa magnificence, mais par sa chaleur. Quand les convives furent rassemblés, quand le feu flamba haut, et que la maison s'emplit de rires et de bruits, Freyja s'approcha de ce siège qu'on recouvrait toujours pour les esprits des ancêtres. Elle y déposa la plus belle étoffe, comme un île le faisait chaque année, et sourit. Ivar, debout près d'elle, demanda doucement « Tu crois qu'ils se sont offensés cette fois-là » Freyja rit. « Non. Je crois qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils t'ont conduit ici quand j'en avais besoin. » Ivar l'entoura de son bras, l'attira contre lui, et ils restèrent ainsi, regardant le feu, les gens qui mangeaient, buvaient et riaient, et sentaient que c'était leur maison, leur famille, leur vie. Quand Björn leva sa corne et porta un toast au foyer, à la famille, à ceux qui étaient venus et restés, Ivar se leva. La salle se tut, tous le regardèrent, dit Annette. Il n'était plus un hôte ni un esprit, mais maître de cette maison au même titre que Björn. Il leva sa corne et prononça « Je jure de protéger cette maison, de préserver la chaleur de cet âtre et d'aimer la femme qui m'a ouvert la porte dans la plus longue nuit de l'année. Je jure d'être digne de cette famille, de cette terre et de ce nom. » Sa voix était calme mais ferme, et chacun dans la salle entendait que ce n'étaient pas des paroles vides. C'était un serment qu'il tiendrait toute sa vie. La salle explosa en applaudissements. Les hommes frappaient de leurs coupes contre la table. Les femmes souriaient. Les enfants criaient d'enthousiasme. Freyja se leva près de lui, prit sa main et dit doucement « Je jure aussi de protéger ton chemin, ta parole et ton cœur que tu m'as confié. Je jure d'être à tes côtés, dans la joie et le chagrin, dans la chaleur et le froid, tant que je vivrai. » Sa voix était douce, mais chacun dans la salle l'entendit, et beaucoup s'essuyaient égais les yeux, car de telles paroles étaient rares. De telles paroles venaient du cœur, non de la coutume. Solveig riait à travers ses larmes, serrant son ami dans ses bras. Björn s'essuyait les yeux, prétendant que c'était la fumée de l'âtre. Les convives buvaient, chantaient, dansaient, et la fête se poursuivit jusqu'à l'au matin.
Et Ivar et Freyja restaient assis près de l'âtre, à l'endroit même où tout avait commencé un an plus tôt. Le siège supplémentaire n'était plus vide. Près de lui se tenait un autre siège, et sur celui-ci était assis celui qui était venu comme un esprit, mais était resté comme un amour. Quand tous se furent dispersés, quand le feu ne fut plus que braise, Ivar et Freyja demeurèrent seuls. Ils étaient assis main dans la main, regardant les tisons rougeoyants. Freyja dit doucement, « Tu te souviens quand tu es arrivé cette nuit-là? Tout couvert de neige, transi, et je t'ai pris pour un esprit ?» Ivar rit doucement. « Je me souviens, je croyais devenir fou quand on m'a fait asseoir à la place d'honneur et qu'on m'a demandé de bénir l'année. » Freyja sourit. « Et moi je croyais avoir commis une erreur quand j'ai compris que tu étais vivant. Mais ensuite j'ai compris que c'était la meilleure erreur de ma vie. » Ivar l'attira plus près, l'embrassa sur le sommet de la tête et dit doucement, « Pas une erreur. Le destin. Les dieux m'ont conduit ici parce qu'ils savaient tôt que ma place était ici, près de toi, dans cette maison, devant cet âtre. » Freyja se blottit contre lui, ferma les yeux, et sentit tout en elle devenir chaud et paisible. Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait toute sa vie, sans même savoir qu'elle le cherchait. Elle avait trouvé un foyer non dans des murs, mais dans l'homme qui était assis près d'elle et lui tenait la main. Quelques années passèrent encore. Ils eurent des enfants, d'abord un fils, puis une fille. La maison s'emplit de nouvelles voix, de nouveaux rires, de nouvelles préoccupations. Ivar devint un homme respecté à Skjaldvik. On venait le consulter, on l'appelait au Thing. Sa parole pesait autant que celle de Björn. Freyja tenait la maison, élevait les enfants, aidait son mari, et connaissait ce bonheur tranquille et profond qui n'a pas besoin de mots. Chaque Joël, il laissait le siège supplémentaire pour les esprits des ancêtres, et chaque fois Ivar souriait, en se rappelant comment il s'y était assis la première fois, sans savoir ce qui se passait. Les enfants demandaient « Père, pourquoi ris-tu » Et il répondait « Parce que les esprits font parfois des plaisanteries, et ces plaisanteries peuvent changer une vie. » Les enfants ne comprenaient mot pas, mais Freyja comprenait. Elle prenait sa main et ils se regardaient comme si le temps s'était arrêté et qu'ils étaient de nouveau là, dans cette première nuit où tout avait commencé. L'amour n'est pas ce qui arrive dans le tonnerre et l'éclair, ce qui exige des serments emphatiques et des exploits héroïques. Parfois, il vient doucement, dans la tempête, quand tu ouvres la porte croyant accueillir un esprit et que tu rencontres l'homme qui changera ta vie. L'amour, c'est quand il est facile de se taire ensemble, quand on n'a pas besoin d'inventer des mots pour combler le vide. C'est quand le travail devient plus léger à deux, quand le rire résonne plus souvent, et que le foyer devient foyer non par ses murs, mais par celui qui est près de toi. Et surtout, l'amour ne demande pas des promesses, mais que les paroles soient tenues, que partant tu reviennes, que parlant tu agisses, que choisissant tu n'aies pas peur. Le Joël nous enseigne, le destin aime plaisanter, mais parfois, ces plaisanteries sont le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. Ivar et Freyja reçurent leur cadeau en cette longue nuit où la tempête le conduisit à son seuil. Et ils gardèrent ce cadeau toute leur vie, le transmettant à leurs enfants comme la plus importante des sagas. Car le véritable amour n'est pas un conte, mais la vie vécue ensemble, jour après jour, dans la joie et le chagrin, dans la chaleur et le froid. La vie où chaque jour est un nouveau choix d'être ensemble. Et quand tu fais ce choix encore et encore, année après année, c'est le véritable miracle. Ce miracle qui commence près de l'âtre, dans la plus longue nuit de l'année, quand les esprits plaisantent et que le destin sourit.